Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode d'Ultra Mental, le premier podcast entièrement dédié à la préparation mentale dans l'univers du trail running. Je m'appelle Pierre Joly, je suis préparateur mental et j'accompagne les sportifs, les entrepreneurs, les dirigeants et plus largement toutes les personnes qui souhaitent maximiser leur performance et exploiter leur plein potentiel. Chaque semaine, je vous invite à partager un moment unique avec des experts, des préparateurs mentaux, des athlètes, mais aussi des passionnés comme vous et moi. Bref, que vous soyez coureur amateur ou ultra-trailer aguerri, vous êtes au bon endroit pour commencer à cultiver un mental d'acier. Alors bonne écoute. Et bonjour à tous, et j'ai le plaisir de retrouver pour la troisième fois Pierre Cochat, donc sophrologue, préparateur mental et coach en entreprise. Comment vas-tu Pierre? Bonjour Pierre, ça va très très bien. Et toi? Écoute, ça va impeccable. Donc comme je le disais, c'est la troisième fois qu'on se voit. Les deux premiers épisodes ont très très bien fonctionné et c'est pour ça qu'on a décidé d'en faire un troisième pour encore plus approfondir certaines techniques. Pour les personnes qui nous retrouveraient, enfin qui te retrouveraient sur cet épisode-là, je les invite à aller sur les précédents. Donc c'était l'épisode 4 et l'épisode 9 où là on revient un petit peu plus sur ta présentation globale de ton histoire. Et donc là, on va tout de suite aller à l'essentiel. On a un programme dense aujourd'hui où on va, dans un premier temps, on va présenter justement, on va revenir sur les techniques d'optimisation du potentiel, donc les tops dont on a déjà parlé. Pour un peu plus détailler, on va dire, il y a 4 piliers dans les tops et on va vraiment essayer de les définir chacun. On va parler ensuite des techniques, les techniques principales, parce qu'il y en a beaucoup, donc on va pas pouvoir toutes les faire, mais en tout cas, celles, les principales. Et on terminera l'épisode avec des cas concrets. Et ça, c'est voilà, c'est essentiel justement pour voir dans quelles circonstances on applique ces tops, toi, préparateur mental ou même coach en entreprise, comment tu les appliques, dans quel cas et avec quel résultat. C'est OK? Ouais, ouais, très très bien. Allez, on engage. Donc, du coup, c'est top. Je te laisse représenter un petit peu le vernis général. Oui, bien sûr. Donc en fait, les techniques d'optimisation du potentiel, hein, donc les TOP, ils ont été créés, conçus, développés par le docteur Edith Perropierre dans les années 1990. Edith, elle est médecin. Elle a exercé pendant 30 ans comme médecin militaire. Elle a été formée à la sophro, à l'hypnose médicale, à des approches neurocognitives. Et donc, en fait, la commande, je dirais, de départ hein, de l'armée, c'était la gestion du stress et de la fatigue des soldats en mission. Et donc, eh bien, Edith, à cette époque-là, hein, elle a conçu toute une approche, une méthode, des techniques qu'elle a fait évoluer durant toutes ces années. Puisque aujourd'hui, c'est top, hein, elles sont utilisées bien au-delà du monde militaire. Ces techniques, elles sont utilisées chez les pompiers, au sein des forces de l'ordre, et puis elles sont rentrées, je dirais, depuis plusieurs années dans la société civile. Et donc, notamment, par exemple, dans la préparation mentale des sportifs, en entreprise, pour gérer des situations particulières, etc. Voilà. Et Ok, donc oui, c'est vraiment une technique qui a été comment dire, faite sur mesure quelque part pour répondre à un besoin. Comme tu me disais, ça a commencé vraiment par la gestion du stress dans des situations à enjeu, comme on dit. exactement, exactement. Alors, c'est vraiment une approche très intégrative, les TOP. Et le champ d'application est extrêmement large, puisque en fait, on va les utiliser quand on se prépare en amont d'un moment à enjeu ou d'une échéance. Quand on parle de en amont, c'est vraiment plusieurs mois avant, plusieurs semaines avant, plusieurs jours avant. Donc on est vraiment dans une temporalité longue, dans un temps long. Le deuxième moment, c'est se mobiliser juste avant l'action, c'est-à-dire que là, on est peut-être 1 heure, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes avant le départ ou 30 secondes avant, je ne sais pas, moi, une prise de parole en public, voilà. Donc là, c'est vraiment le côté mobilisation juste avant l'action. Et puis le troisième étage, je dirais, de la fusée, c'est comment on se régule pendant l'action. Donc on est en situation, comment on va utiliser ces différentes techniques.
Et le quatrième point vraiment majeur aussi des tops, c'est la récupération. C'est-à-dire comment on va utiliser certaines techniques une fois que la situation en jeu, la compétition, le combat est terminé, et comment on les utilise pour récupérer. Du coup, ça me fait penser, je pose la question, tu me dis si j'ai bon ou si je suis à côté. C'est venu justement s'intégrer au monde du sport et à la société civile, on va dire. Mais ces quatre phases, juste pour reprendre ces quatre phases, du coup, se préparer très en amont jusqu'au moment de l'action, être mobilisé, donc c'est aussi ce qu'on entend beaucoup, c'est l'activation, s'activer comme il faut, se réguler et la récupération, c'était fondamental pour les métiers que tu as cités, les militaires, les opérations spéciales. Euh, et c'est à quel moment, ou plutôt, il y a un moment où ils se sont dit, ça va coller parfaitement, enfin, avec deux, trois ajustements, au sportif qui vit à peu près la même chose. Lui, il risque pas sa Ben, vie en en fait, général. dans son parcours, Edith, elle est intervenue à l'école interarmée des sports, le bataillon de Joinville. Donc, en fait, qui sont les sportifs militaires. Ok, Et donc, et toujours dans ce cadre militaire, bah, les tops se sont mis à être utilisés dans le cadre sportif. Et ça, il y a très d'accord. longtemps, hein. On parle de ça dans les années 90, hein. Donc, voilà. Donc, c'est aussi, c'était dans un cadre militaire, mais c'était à la fois les militaires en opération et le cadre des militaires sportifs. Et après, ça s'est diffusé plus largement. Ok, Parce que cette idée, en fait, qui est sous-entendue, hein, enfin, qui sous-tend, pardon, les tops, c'est le fait que par rapport à une situation, on cherche à être dans ce qu'on appelle la zone optimale d'activation. C'est-à-dire que par rapport à une situation à enjeu, on peut être ce qu'on appelle en hyperstress, et donc en fait, on est dans une zone inadaptée, puisqu'en fait, on a trop de stress. Ou au contraire, on peut être en hypostress, c'est-à-dire en fait dans une zone qui est aussi inadaptée parce que en fait l'enjeu est écrasant et en fait, j'allais dire, en fait, on est un peu démotivé, découragé, un peu tout mou, etc. Et entre ces deux zones, je dirais l'hyperstress et puis l'hypostress, bah, il y a la zone médiane qui est la zone de stress adapté. Et en fait, parce que comme le montrent de nombreuses études, hein, en fait, le stress bien adapté est hyper positif pour la performance. D'ailleurs, enfin, le concept même de stress de Hans Selye, il décrit ça, hein, ça s'appelle le stress, EU stress, c'est-à-dire c'est la zone où effectivement, entre je dirais, le degré de l'engagement qu'il y a à avoir, le niveau de, si tu veux, de stimulation et comment l'engagement et la perception qu'on a de notre capacité à réussir, quoi, finalement, eh bien, effectivement, on va se retrouver dans une fenêtre où on est parfaitement optimal, on est dans une zone d'activation optimale pour la performance. Et ça, c'est vrai pour un athlète, c'est vrai pour en entreprise, c'est vrai pour des militaires en intervention, etc., etc. C'est vrai pour du personnel soignant, par exemple, pendant le Covid, les TOP ont été très fortement utilisés par le personnel soignant, notamment, par exemple, sur un facteur qui était hyper important pour eux, qui était la récupération. Parce que pendant le Covid, on peut s'en rappeler, le personnel soignant était en première ligne. Donc voilà, donc ouais, tout à le fait. fait le, enfin, le domaine des tops, enfin, où j'expliquais que c'est la récupération, bah oui, il y a de nombreux protocoles qui sont très intéressants pour aider à la récupération. Et, et c'est en ce sens que je dirais les tops, c'est vraiment des outils extrêmement concrets pour apprendre à gérer son énergie, apprendre à gérer son stress, réguler ses émotions, j'allais dire développer, renforcer la motivation, travailler la confiance en soi, prendre du recul par rapport à des moments en jeu, travailler sur les troubles du sommeil et la récupération, et de manière plus générale, de prendre conscience de nos ressources, quoi, de ce qu'on a en nous et de bien les ancrer, quoi. Voilà.
Ouais, du coup, là, on comprend bien le pont ou les liens, en tout cas, entre le monde professionnel, le sport, les adaptations que ça peut avoir pour un sportif, un cadre, un manager, un entrepreneur, Ouais, et tout ce que tu viens de citer, les professions où il y a vraiment des enjeux forts, des enjeux de vie par moment, ouais, pompiers, gendarmes, etc. voilà. Du coup, pour arriver à ça, les tops, comme tu disais, ça tourne autour de quatre piliers, enfin, c'est construit sur quatre piliers. Exactement. Exactement, les quatre piliers des tops. Alors, voilà, moi je vais les citer dans cet ordre-là. Le premier pilier, c'est la respiration. Alors j'allais dire les respirations. Donc là, on en a parlé hein, je crois que c'était le deuxième podcast qu'on a enregistré Oui, ensemble. ça sera l'épisode 9. Ouais, Voilà, on a bien abordé tout ça. Donc à la fois des respirations apaisantes, des respirations dynamisantes, le fait d'avoir des respirations avec de la rétention d'air ou pas, etc. Voilà, c'est donc toutes les formes de respiration. Chaque respiration, on les fait avec une intention donnée. Donc voilà, on va apprendre à utiliser différentes formes de respiration. Donc ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, c'est la visualisation mentale. Alors là, bah toi, tu as reçu, enfin, reçu dans un podcast, pour moi, l'expert français de la visualisation mentale, hein, Émeric Guyot, enfin, moi, j'ai suivi ses enseignements hein, dessus. tout à fait. Donc, Épisode 11, Émeric Guillot, je vous encourage voilà. aussi Ça, largement, si vous ne l'avez pas écouté, c'est absolument passionnant. voilà. Donc ça, l'imagerie mentale, la visualisation mentale, hein, ça prend plusieurs formes. Ça permet de travailler tout un spectre différent hein, de choses. Ça peut être, on va pouvoir l'utiliser pour apprendre des gestes techniques, répéter des gestes techniques pour les améliorer. Ça peut être dans une logique d'apprentissage, par exemple l'apprentissage d'un parcours. Ça peut être utilisé pour la concentration. On va pouvoir utiliser de l'imagerie positive pour renforcer le positif quand on n'est pas très bien. On peut visualiser des objectifs. Euh, on peut même travailler sur une visualisation des émotions. Hein, je veux dire, là-dessus, il y a des nombreux travaux qui ont été faits par Antonio Damasio, qui travaille justement sur pas uniquement le ressenti des émotions, mais la visualisation des émotions. Il y a même un travail en imagerie qui a un effet qui est dans la partie thérapeutique, hein, puisque en fait, on voit bien, comme l'explique Émeric, hein, que la visualisation mentale couplée à la pratique des kinés favorise en fait la guérison par rapport à des blessures. Donc vraiment, le champ d'application de la visualisation mentale, il est extrêmement large. Et ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que cette imagerie mentale, hein, pour qu'elle soit puissante, bah, en fait, on va utiliser tous les sens. Donc, c'est à la fois les cinq sens classiques, mais on va aussi utiliser la proprioception. On va utiliser ce qu'on appelle aussi l'interoception, c'est-à-dire l'interoception, c'est le fait, par exemple, d'avoir conscience des battements de notre cœur, d'avoir le fait que notre ventre il soit noué, etc. Et ça, moi, par exemple, dans la gestion du stress ou des émotions, c'est ce que j'appelle les sentinelles. Donc, je dis souvent aux gens que j'accompagne, voilà, il faut écouter son corps parce que vos sentinelles vous parlent. Et quand elles vous parlent, c'est qu'il y a quelque chose et qu'on va faire quelque chose avec. Ouais, c'est les premiers messagers, hein, quelque part, hein. C'est son propre Voilà, corps, hein. voilà, C'est pour ça aussi, on va y venir, relaxation, méditation. Ça aide justement à ressentir voilà, ça, déjà. exactement. Euh, le troisième pilier, donc, c'est la relaxation. Donc, la relaxation, c'est le fait d'obtenir, si tu veux, une détente physique et mentale en diminuant à la fois le tonus musculaire et la tension nerveuse. Donc, relaxation, ça ne veut pas dire perte de contrôle, être tout mou, etc. hein. C'est vraiment apprendre à relâcher son corps. Et dans les tops, eh ben, je dirais il y a trois grandes familles de relaxation, hein, si je devais les présenter comme ça. Il y a des relaxations dont le point de départ, c'est le fait de mettre le focus sur la détente musculaire.
Donc, on va faire ce qu'on appelle la relaxation musculaire directe ou indirecte. Par exemple, indirect, c'est le fait d'inspirer, de mettre en tension un muscle et quand on souffle, de le relâcher totalement. On va avoir une relaxation qui est plutôt basée sur un point de départ mental. Par exemple, ce qu'on appelle dans les tops la relaxation sensorielle ou l'image de détente. C'est-à-dire, si on utilise une image de détente, eh ben, on va apprendre à relâcher son corps. Et puis, il y a une troisième famille de relaxation qui est ce qu'on appelle les relaxations mixtes, c'est-à-dire qui mélangent en fait les deux aspects que je viens de citer. Ok, Et le ok. quatrième pilier des tops, c'est le dialogue interne. Donc en fait, le dialogue interne, c'est les mots qu'on se dit. Alors des fois dans sa tête, mais des fois même pas que dans sa tête, hein, puisqu'on peut entendre des sportifs se parler, etc. Donc vraiment, c'est ces mots-là qu'on se dit. Et c'est intéressant de voir si, comme je dis souvent, est-ce qu'on se parle bien ou est-ce qu'on se parle pas très bien. Parce que quand des Mm. fois on est dans le dur, on peut se parler mal. Et voilà. Et donc apprendre à avoir un dialogue interne où on se parle bien, où on va utiliser, par exemple, dans le dialogue interne, on peut utiliser des mots puissants qui servent de mots d'ancrage pour justement, quand on connaît des moments peut-être de moins bien, va utiliser ce dialogue interne. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Ok, ouais, on voit que c'est quand même assez, c'est très très concret. Respiration, visualisation, relaxation, dialogue interne. Avec ça, on a quand même brassé, on a couvert un champ assez intéressant justement dans la préparation. Ouais. Dans ces quatre, donc là, c'est des, on va dire des piliers. Dans ces quatre piliers, on utilise des techniques. Ouais. Voilà. Et justement, Il va y avoir tu un ensemble de veux, techniques hein, ouais, qui utilisent ces quatre piliers. Ce qui est important d'avoir en tête, hein, c'est que en fait, les techniques dont je vais parler, c'est des techniques qui sont simples à apprendre, qu'on peut intégrer facilement dans la vie de tous les jours. Donc, on peut les utiliser partout. On peut faire ça en autonomie, hein, une fois qu'on les a apprises. C'est très opérationnel, puisqu'on voit bien dès le départ, hein, dès leur conception, c'était une conception opérationnelle. Voilà. Euh, on peut les adapter avec l'expérience et avec son ressenti, on peut les adapter à son propre mode de fonctionnement. Donc dans les techniques, il y en a, je crois, plus de 35, je crois 36 techniques ok. top. Bon, on va peut-être pas toutes les faire aujourd'hui. Non, on va pas toutes les faire. Alors moi, j'en ai mis en exergue quelques-unes. Donc, je trouve que moi, en tout cas, celle par laquelle souvent je commence dans les apprentissages, dans les formations, dans les accompagnements, c'est ce qu'on appelle faire sa météo. Ok. Comme on regarde la météo, le ciel, Ouais, et c'est ben là, on parlant, appelle hein. ça météo top. Voilà. Et sa météo top, eh ben, en fait, c'est comme si on analysait quatre points cardinaux, hein, comme une boussole, où déjà on se dit, OK, comment je vais? Voilà. Donc on se met dans un état où on ferme les yeux, et voilà, c'est comment je vais? Quelles sont les pensées que j'ai à ce moment-là, à l'instant T? En termes d'attitude, de comportement, de niveau d'énergie, comment je me sens. Le troisième point cardinal, c'est quoi mes sensations corporelles? Donc voilà, là, on apprend à développer cette conscience du corps. Et donc, on fait un peu un scan corporel de la tête aux pieds, des pieds à la tête, voilà, pour percevoir ces sensations corporelles. Et quatrième point cardinal, c'est les émotions. Qu'est-ce que je vis actuellement comme émotion là, à l'instant T? Et en fait, cette météo top, eh ben, c'est hyper intéressant parce que ça permet de savoir un peu dans quelle zone je me situe, cette fameuse zone adaptée. Est-ce que je suis en stress? Est-ce que je suis en hypostress? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis posé? Et donc, c'est vraiment un protocole qui s'apprend très facilement et qui, par la répétition,
Et bien après, on est capable de faire sa météo top en très peu de temps. Euh, Moi, sur certains sportifs, notamment par exemple dans le tennis ou dans le golf, mais notamment je vais prendre le cas du tennis, j'ai des sportifs qui font leur météo top en 10 secondes, 15 secondes, Tu pendant prends un un match. changement de côté, quoi. Voilà, même entre les balles, Mm. c'est-à-dire entre deux balles qui ont été jouées, voilà, clac, ils se checkent pour savoir comment ils sont. Et ça joue d'ailleurs sur la routine qu'ils ont quand ils sont pour jouer la nouvelle balle. Ou- Et donc, on voit bien que, par exemple, on peut jouer avec l'élasticité du temps, puisque là, ils ont un temps court, alors que quand ils vont être sur leur chaise, ils vont être sur un temps beaucoup plus long, et donc ils peuvent avoir un autre protocole, une autre routine, etc. Donc, on voit bien que c'est vraiment très facilement adaptable en fonction des situations, en fonction du contexte, etc. Voilà, juste pour mettre un exemple, je pense qu'il parlera à tout le monde, en tout cas à ceux qui ont regardé déjà le tennis, vu que c'est Roland Garros là qui vient de débuter là quand on enregistre. Enfin, beaucoup ont vu la routine de Rafael Nadal, donc pendant longtemps ça a fait rigoler un peu au début. Mhm. Tout le monde disait qu'il était un peu foufou, un peu rigide avec ses bouteilles, machin, et puis il s'essuie les yeux, le slip, machin, et en fait, c'est son activation, quoi. C'est tout ça, c'est tout simplement son protocole où à chaque fois il revient dans ce qu'il connaît, il fait toujours la même chose, il nettoie la ligne et c'est tout le temps pareil. Et comme tu es en train de dire, il se l'adapte à lui-même. Plus on le fait, plus ça devient naturel. Et bon, en tout cas, c'est un des plus connus, en tout cas, c'est parlant, quoi. C'est pour ça que je voulais partager ça. Parce que c'est pas juste une folie d'un athlète, c'est vraiment un protocole qui est mis en place, qui est intégré. Et quand ça fait 20 ans que ça se passe, bah, c'est tout seul, quoi. Il y réfléchit même plus. Il le fait et ça le remet dans la zone, comme tu dis. Donc ça, vraiment, donc météotop, c'est vraiment une des techniques importantes. Après, dans les techniques, bon, bah, il y a les techniques de relaxation, il y a les techniques de respiration. Donc, il y a vraiment matière, il y aurait matière à les détailler, etc., parce qu'il y a vraiment plein d'approches différentes. Après, il y a une autre technique qui est vraiment extrêmement intéressante dans les tops, c'est ce qu'on appelle la dynamisation psychophysiologique. Dans notre jargon, ça s'appelle la DPP. En fait, la DPP, c'est un échauffement physique et mental avant la mise en action. Donc pour le coup, une DPP, hein, on va l'adapter en fonction des sports, des contextes. Moi, je me souviens de judokates que j'ai accompagnées, qui étaient à l'INSEP. Elles avaient une DPP, par exemple, une activation qui se faisait en sortant de la chambre d'appel au moment de monter sur le tatami, qui avait été construite ensemble, qui permettait vraiment de s'activer, etc. Elles en avaient une autre qui se faisait pendant l'échauffement, où elle continuait à s'activer. Donc voilà, on voit bien qu'on peut utiliser la même technique, mais adaptée de manière différente. Et là, par exemple, j'accompagne un coureur de 800 mètres. Lui, avant de partir sur 800, il a pareil, une DPP particulière, spécifique à sa discipline et à ce qui lui parle, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment cette idée que, et ça, je trouve, c'est ça, en ce sens que je trouve vraiment les tops intégratifs, c'est que, OK, pour un sportif, s'échauffer physiquement, c'est normal. Mais là, on va s'échauffer mentalement, en plus du physique. Et on le fait de manière intégrée. C'est-à-dire, on ne fait pas un truc, le physique d'un côté, le mental de l'autre. Non, OK, là, dans la DPP, on met les deux en place, en même temps. Donc ça veut dire, on fait des exercices, hein, on fait des mouvements dans cette DPP. Voilà, on fait des mouvements et en même temps, on se projette des images mentales, on peut utiliser euh, aussi le mécanisme de relaxation que j'ai cité, hein, pour arriver justement à relâcher la tension des muscles pour que comment ils soient souples et prêts à l'action, etc. Ah, La c'est respiration, hyper, ouais. évidemment. Donc là, on va utiliser par exemple plutôt des respirations dynamisantes, hein, donc qui montent en action. Voilà.
Ouais, bah ça a du sens, hein. Franchement, encore une fois, en préparation mentale, c'est aussi, comme tu dis, hein, c'est intégrer, c'est ça que je trouve vraiment très intéressant, intégrer on ne fait pas d'un côté l'échauffement de son corps et on laisse sa tête, Mhm. entre guillemets, vagabonder en fonction de l'humeur du moment. Et c'est non, c'est pas l'humeur du moment qui prime, c'est on s'active et on peut s'activer aussi bien qu'on active un muscle. Tout C'est à ça qui est fait. formidable. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a aussi un autre protocole, je dirais, qui est utilisé dans les tops, hein, qui est ce qu'on appelle la préactivation mentale, où là, effectivement, vraiment mentalement, on se préactive avant. Et est-ce que ces préactivations mentales ou ces activations, c'est aussi ce qu'on appelle, ou ça peut aller dans ce qu'on appelle les ancrages? Alors l'ancrage, c'est encore autre chose, c'est-à-dire qu'effectivement, dans les tops, hein, il y a cette technique d'ancrage, hein, qu'on appelle le signe d'ajustement réflexe. Alors oui, bien sûr, on peut utiliser dans ces préactivations et dans ces dynamisations web, on peut utiliser l'ancrage. Mais le signe d'ajustement réflexe, on peut l'utiliser aussi dans d'autres moments qui ne sont pas liés du tout à de l'activation, qui peuvent être au contraire liés au fait de retrouver du calme, de retrouver de la concentration, de se centrer sur soi alors qu'on peut avoir tendance à s'éparpiller avec tout ce qui se passe à l'extérieur. Voilà. Ça peut être un élément, le signe d'ajustement réflexe, hein, c'est vraiment aussi un moyen, par exemple, assez puissant de régulation émotionnelle ou de aussi réduction du stress, en plus de la respiration, par exemple, concernant le stress. D'accord. Donc l'ancrage, son champ d'application, il est encore plus large. On peut l'utiliser dans différents moments, en fait. Parce que c'est vrai que on peut vite, quand on suit peu importe le sport, hein, mais on peut voir les athlètes justement faire des mouvements toujours répétitifs au même moment. Les nageurs, par exemple, qui vont se taper le torse ou les bras ou les jambes. On voit aussi les biathlètes, certains au départ, l'hiver, je parle, sur le ski, se faire des gestes à chaque départ et on dit tiens, c'est quoi? C'est un ancrage, c'est une technique, Oui, c'est une oui, donc ça veut activation. dire que si tu veux, dans leur protocole de dynamisation avant le départ, ils y introduisent en fait, pour certains peut-être, effectivement de l'ancrage. Et c'est ça qui est intéressant avec les tops, c'est qu'en fait, on a la boîte à outils et en fait, on construit son protocole d'échauffement et d'activation avec un peu, je dirais, si je prends cette image, un peu un système de poupée gigogne, hein, où en fait on les utilise, etc. Après, dans les techniques, il y a une autre technique, moi, qui est vraiment, qui est extrêmement puissante, que j'utilise vraiment très très souvent, c'est ce qu'on appelle la préparation mentale de la réussite, Mhm. la PMR. Donc la PMR, hein, c'est vraiment une démarche pour euh, aborder une situation future en pleine possession de ses moyens. C'est-à-dire, c'est vraiment le fait de se projeter dans la réussite d'une situation et donc anticiper ça et se représenter mentalement cette réussite. Et donc, c'est vraiment un protocole avec plusieurs étapes où il y a notamment une étape où on va se projeter dans le futur en voyant et en vivant cette réussite par exemple, d'une compétition. Et puis après, on va toujours dans la suite du protocole, on va avoir un côté de planification, puisque en fait, on va planifier, imaginer en fait les différentes étapes par lesquelles on va passer pour aboutir à cette réussite, tout en étant, je dirais, réaliste sur la situation, puisque en fait, on sait très bien qu'il va se passer des imprévus et que s'il y a des imprévus, il va falloir s'adapter. C'est ce que et donc on prévoit dans cette planification les imprévus et la gestion de ces imprévus. En anglais, on appelle ça des what if. Voilà. Et tu me dis si je me trompe, mais est-ce que cette méthode, elle n'est pas justement parfaitement applicable au sport d'endurance, qui par définition dure longtemps, avec énormément de what if, comme tu viens de dire, Ah ben exactement. Exactement, exactement. Je vais dire, si je prends un cas extrêmement concret, hein, moi j'ai accompagné une ultra traileuse qui faisait qui voulait courir pour la première fois la CCC.
Donc, c'était en 2019 ou 2020. La CCC, c'est plus de 100 bornes, c'est Ouais. 6100 mètres de dénivelé. Je crois qu'il y a une limite qui est fixée à 26 heures et quelques. Et donc, c'est le parcours qui va de Courmayeur à Cham. Courmayeur, Champé, Chamonix, ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, avec elle, on a alors travaillé justement sur le fait d'apprendre à respirer, d'apprendre à se relâcher. Et justement, on a fait cette séance, ce protocole de PMR. Alors, on l'a fait plusieurs fois, puisque cette course-là, c'était au mois d'août de mémoire. Et donc, la première fois qu'on a travaillé sur la PMR, on en a fait une au mois de mai. Ok. Donc, au mois de mai, on s'est projeté sur comment serait sa réussite à fin août. Ça, c'est voilà. Et la planification, c'est quelles sont les étapes importantes qui vont jalonner ma préparation de mai à août. Alors, tu dis la première fois, vous l'avez fait en mai, et c'est juste pour comprendre, est-ce que tu l'as fait, enfin, vous l'avez fait en cabinet, enfin, hors contexte ou sur une course de préparation? Comment ça se Non, passe? non, alors, comment on a fait? Donc déjà, en fait, on a un travail de co-construction, c'est-à-dire, euh, cet athlète m'a dit, je lui ai posé des questions en lui disant, OK, tu veux finir ta CCC, comment tu veux finir, quelle émotion tu veux vivre, etc. Donc, elle m'a décrit un certain nombre de choses. Et puis après, je lui dis, OK, là, on est au mois de mai. La course est au mois d'août, fin août. Ça va être quoi les grands points importants pour toi de préparation pour y aller? Elle m'a cité un certain nombre de points qui étaient pour certaines des blocs d'entraînement, mais aussi des objectifs intermédiaires. Elle avait prévu une course intermédiaire qui lui servait de course test. Mhm. Et puis aussi comment les points importants, c'était une semaine avant, elle avait décidé d'aller à Courmayeur. Et puis, 2, 3 jours avant, pour elle, c'était important de pouvoir faire telle chose, etc. Donc voilà, elle avait défini en fait tous ces points. Et le protocole que je lui ai fait vivre, on a aussi évidemment travaillé donc sur s'il se passait des choses particulières, qu'est-ce qu'elle ferait? S'il y avait des choses imprévues, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, cet athlète, c'est quelqu'un qui, la nuit, est moins à l'aise, a un peu peur de la nuit et a un peu peur de tomber. Donc en fait, on a travaillé là-dessus. On a dit, OK, quand la nuit commence à tomber, qu'est-ce que tu fais si jamais tu te sentais moins bien? Et pendant la nuit, qu'est-ce que tu penses faire si jamais t'es moins bien? Donc c'est vraiment ces éléments-là de what if, quoi, d'aléa ou d'imprévu. Donc ça, c'est vraiment un travail de conception que je fais au paperboard où on note tout ça, hein. Donc c'est vraiment la co-construction à deux. Et après, eh ben, en fait, je lui fais vivre. Donc là, je lui ai fait vivre au cabinet la PMR. Donc elle a fermé les yeux et c'est moi qui ai raconté cette histoire en visualisation mentale avec la respiration, etc. Enfin, avec tous ces éléments-là. Et donc ça, en fait, elle l'a vécu donc à partir du mois de mai. Et puis on en a refait une de PMR une fois qu'elle a fini sa fameuse course intermédiaire qui lui servait de bilan. Parce que là, en fait, cette course qui lui servait de bilan, alors je sais plus, ça devait être fin juin, je crois, et ben, ce point de passage, il était fait. Et en fait, on a fait un débriefing, évidemment, de cette course. Et donc, c'était de savoir qu'est-ce qu'on pouvait en retirer aussi comme bénéfice et tout ça. Et là, cette fois-ci, ben, on a reconstruit cette visualisation, mais plus en partant du mois de mai, mais en partant de fin juin. C'est-à-dire, le point de départ, c'est j'ai fini ma course test dans tel contexte, etc. Et on a revécu cette projection vers le futur et puis cette planification des étapes.
Et comme même d'ailleurs son entraînement avait évolué, la planification des étapes intermédiaires, elle avait un peu changé. Elle m'a demandé de modifier en fait un peu des choses, hein. Donc c'est vraiment un protocole vivant, Ouais, euh, évolutif en fonction de ce qui se passe pour l'athlète. évolutif. Voilà. Et après, bah, c'est très juste ce que ta question de départ, c'est que après, quand elle avait ce mécanisme-là et de construction de son schéma de PMR, eh bien, après, elle se répétait cette PMR toute seule chez elle. Bien Parce sûr. qu'elle était capable de refaire en fait ce schéma de je vais vers le futur, je reviens ici et maintenant et je fais mes étapes de planification qui m'amènent jusqu'à ma compétition et la réussite de cette CCC. Ouais, et avec ça, tu actives plusieurs zones avec plusieurs techniques, de la respiration, tu travailles de la visualisation, tu travailles ton Exactement, dialogue interne en même temps. tout à fait. C'est une globalité qui amène Exact. petit à petit l'athlète à, comme tu dis, se projeter vers sa réussite et à se la rendre réelle. Exactement, exactement. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que tu rends réel quelque chose futur, et après, même quand tu es dans la situation, c'est assez fou parce que dans la situation, quand tu as vraiment fait beaucoup ce travail de PMR, pendant la course, tu as l'impression qu'il y a des choses que tu as déjà vécues. Et celui qui en parle super bien, c'est Gus, c'est Augustin que tu Oui. interviewé. Augustin, il le dit, hein, il le dit que la première course qu'il a fait en début de saison, donc on avait fait un travail de PMR, et en fait, il dit, mais pendant la course, en fait, j'avais l'impression d'avoir déjà vécu ce truc-là, et en fait, ça m'a pété au visage, c'était encore plus fort, quoi, en termes de ressenti. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, c'est ce qu'il disait, ouais, l'impression de se voir, se voir courir, quoi, de se voir Exactement, comme si tu te voyais faire la scène que tu avais vécue 10 fois. Ouais. exactement, exactement. Ouais, c'est marrant. J'ai un autre témoignage là qui me revient en tête. Il y avait Augustin et Antoine Clément qui lui a fait, il a traversé les États-Unis en partant de la, si je me trompe pas, de frontière mexicaine jusqu'au nord, jusqu'au Ouais. Canada, c'est le Pacific Crest Trail, Mm. 4500 km, je crois, un truc comme ça. Il l'a fait en soixantaine de jours. Il a le record français. Et du coup, il me disait, il a tellement visualisé son parcours. Il s'est servi des cartes, il s'est servi des Ouais, films qui avaient été faits, mais d'une ouais, manière vraiment, comment, tout le temps, tous les jours, tout le temps, tout le temps, que quand il y était, il se voyait à des moments, il avait l'impression d'être déjà passé par là, quoi. ouais. D'avoir déjà vécu la scène. Et c'est ça, Exact. quand tu le vis, c'est complètement fou, quoi. Souvent, par exemple, ce travail de PMR, une fois, on l'a fait au cabinet, mais elle était en tenue. Donc, elle avait ses chaussures, Ouais, d'accord. elle avait ses bâtons, elle avait son bonnet, elle avait son sac avec elle. Elle avait vraiment sa tenue de course. Parce que même si là, on n'est pas physiquement en train de le faire en mouvement, elle était conditionnée par son habillement, par ses habits. Et ça, par exemple, c'est un truc extrêmement intéressant quand on travaille de la visualisation, moi, je le fais très souvent, hein, les judokas, par exemple, quand la routine que je citais de préactivation, Ouais. euh, elle se mettait en kimono et pieds nus et on faisait le protocole de préactivation habillée telle qu'elle est, de manière à ce qu'après, évidemment, quand elle est sur le tatami à l'entraînement, elle puisse le faire, elle, seule en autonomie. Ouais, c'est hyper intéressant parce que c'est justement, alors là, c'est pas du folklore, quoi. On n'est pas Non. là juste pour se dire oui, on va le faire parce que c'est mieux. C'est parce que plus on met d'éléments contextuels de ce que sera de ce qu'on cherche à préparer Ouais, dans l'événement qu'on prépare, plus le ouais, cerveau y croit et plus le cerveau le vit ouais, comme une réalité, comme un vrai rêve en fait. Et exactement. comme si on se réveille d'un rêve en disant j'ai rêvé ou c'était vrai là, et qu'on a vraiment besoin de se Exactement. réveiller pour se dire que non, c'est un rêve. Plus on met d'éléments contextuels, plus le cerveau est dedans, et plus ce sera efficace, et plus ce sera complètement vécu. Ouais, exactement. Un autre cas dont on a parlé, tu m'as parlé d'un athlète que tu as suivi dans la préparation d'un ultra trail, donc d'une diag, d'une diagonale des fous. Là, encore une fois, ben, haute préparation et tu as travaillé d'autres choses avec cette personne.
Alors oui, donc avec Christian, hein, c'était la première fois qu'il faisait la diag. Il n'avait pas un passé d'ultra trailer puisqu'il venait du triathlon. Voilà, mais progressivement, sur plusieurs années, il avait commencé à se mettre au trail et à l'ultra. Et vraiment, cette idée de la diag, c'était vraiment une forme de rêve, hein, de pouvoir la faire, avec quand même un objectif, parce que Christian, ça a toujours été un compétiteur. Il s'était fixé comme objectif de faire moins de 50 heures. Voilà. C'est quelqu'un qui habitait à l'époque en région parisienne, hein, donc voilà, c'est pas non plus qui avait un boulot très prenant, un gros poste à responsabilité, voilà. Donc Donc, moins de 50 heures, c'est quand même 2 nuits dehors. Quoi qu'il arrive, voilà. il partait pour ça. Voilà, exactement. Donc ça, euh, on a travaillé ensemble aussi déjà, comme je l'ai un peu comme sur le précédent exemple sur des séances de PMR, sur le fait d'apprendre à respirer, à se relâcher, etc. Mais ce qui me semble intéressant dans ce cas précis-là, c'est comme tu le dis très justement, c'est 2 nuits. Et donc il va falloir gérer le sommeil. Parce que même en 50 heures, ben 50 heures, il ne peut pas ne pas dormir du tout. C'est trop compliqué. On Mm. sait très bien que au-delà, on va dire déjà de 24 heures, de 24 heures sans dormir, avec un effort physique qui plus est, les troubles du sommeil commencent à s'installer. Et quand on est aux alentours de 35-40 heures sans dormir, on peut avoir des phénomènes hallucinatoires, enfin, etc. Donc, il y a vraiment des enjeux physio et des troubles physiologiques du sommeil qui sont pas juste la petite insomnie de ma nuit habituelle, quoi. Surtout que, je le répète, ils sont en train de produire un effort physique. Voilà. Donc, le Mm. corps, il est sollicité, hein. Donc, j'allais dire, double effet qui se coule, quoi. Ouais, Que complètement. c'était hyper important de travailler sur sa routine sommeil au sens large. Donc sa routine sommeil au sens large, ça a été de se dire déjà, OK, déjà les cycles de sommeil, enfin mes pauses de sommeil, pardon, je ne les ferai que dans les bases vies qui sont équipées. Je dors pas dans la nature. Mm. Donc ça, mine de rien, par exemple, ça veut dire que tout son parcours, etc., il est tronçonné en objectifs, avec des objectifs d'horaire, et le fait de se dire, OK, j'essaye de joindre la base vie qui est ici à telle heure. Si jamais je ne l'ai pas à telle heure, bon, bah, ça sera à une autre heure, mais comment je fais, etc. Donc voilà, donc ce qui veut dire qu'une base vie, je ne vais pas nécessairement l'atteindre de nuit pour dormir. Peut-être que je vais l'atteindre de jour. Et comme je vais quand même l'atteindre 2 jours et que c'est dans mon schéma de course, bah, il va bien falloir quand même que je dorme. Donc ça a vraiment été un premier élément. Deuxième élément, ça a été d'apprendre pour Christian que globalement, un cycle de sommeil, c'est 1h30. Et notre nuit habituelle, c'est plusieurs cycles d'1h30 de sommeil. Et ce cycle, en fait, il se décompose en le sommeil léger, le sommeil profond, le sommeil paradoxal, schématiquement. Mm. Et donc, quand on fait le mécanisme de la sieste, l'objectif, c'est de rester dans la zone de sommeil léger. Donc, c'est-à-dire de rester dans une zone de 20 à 30 minutes. Donc, la stratégie, pareil, de sommeil était de dire à Christian, si tu te sens pas trop fatigué, tu fais des siestes de 30 minutes. Si jamais tu es vraiment crevé, tu fais un cycle complet d'1h30. Parce que Oui, ce déjà, cycle... ça cadre les choses. Il fait pas 45 minutes Ah non, comme voilà, ça à l'arrache dans un exactement, buisson. exactement. On cadre les choses, etc. Donc, Christian, on a appris à faire des siestes. On a appris à se réveiller au bout de 30 minutes avec évidemment la montre ou au bout de 20 minutes. Au contraire de faire une sieste d'1h30. Donc vraiment, il y a eu tout un apprentissage autour de ça. Et puis après, bah, je dirais, il y a eu tout le protocole, je dirais, de mise en place à chaque fois de son arrivée sur les postes sur lesquels il allait justement se poser pour se reposer. Donc ça a été, quand j'arrive sur le poste,
Je commence par recharger le montre, mon téléphone, la frontale. Je prends une douche, je me change complètement, je mange, je vais aller faire ma sieste. Donc la sieste, par exemple, euh, j'essaye d'avoir du noir. Donc il avait avec lui un petit masque d'avion qu'on utilise dans les avions. Ok. Je me Ouais. mets sous une tente parce que comme ça, je suis pas, si jamais c'est 2 jours, je suis pas au soleil, etc. Je mets une alarme au bout de 20-30 minutes. Et quand je me réveille, super important, je prends le temps de bien me redynamiser parce que l'idée, c'est pas de repartir en courant et d'être ce qu'on appelle en hypovigilance et de me faire une cheville sur la première racine que je trouve. Mm. Donc, avoir le temps, une fois que je suis sorti de ma sieste, d'être bien réactivé. Donc, on a introduit aussi cette idée de bonne réactivation après la sieste. Et le bilan de ça, bah, c'est que Christian, donc, il a mis 47 heures, je crois, et il a dormi 3 fois 30 minutes en 47 heures. Ah, ok, il n'aura pas fait de cycle. Enfin, il Non, n'aura pas eu besoin, il n'a quoi. jamais eu besoin d'avoir un cycle complet d'1 h 30 parce qu'à chaque fois, en fait, ces 30 minutes ont été suffisantes. Il s'est trouvé bien pour repartir sans effort, Mm. Bien sans sûr. difficulté, quoi, sans sensation de fatigue extrêmement forte, quoi. Oui, sur ce coup-là, bah, alors c'est un petit disclaimer, on peut faire un peu de science-fiction, j'allais dire. C'était le jour où il était en forme et il n'a pas eu besoin, mais il aurait pu tout à fait, Ah, parce qu'on connaît complètement. les aléas du sport Ah, tout d'endurance et à de ce fait. type d'effort. S'il avait été obligé, il se sentait mal, il n'aurait pas été justement en perte psychologique, en train de se dire, merde, je suis Pas du fatigué, tout. qu'est-ce que je fais? Il aurait Pas fait du sa tout. sieste d'une Pas heure du tout. trente. Exactement, pas du tout. C'est très très juste ce que tu dis, Pierre, puisque en fait, dans le travail, par exemple, de la PMR, qu'on avait fait plusieurs fois, c'était de se dire, OK, tu te sens bien, tu dors 30 minutes, mais tu te sens pas bien quand tu arrives à la base vie, et c'est pas un problème. Tu dors 1 h 30. Tu mets un cycle d'1 h 30, ça te pose pas de soucis. Tu as besoin, au contraire, c'est important de bien te reposer parce qu'au contraire, tu repartiras mieux derrière. Et c'est ça aussi qui garantit, tu mets plus de chances de ton côté de fonctionner comme ça, plutôt que de vouloir partir à l'arrache parce que la pression du temps et de la barrière horaire fait que voilà, tu vas partir trop vite en étant fatigué et finalement, pour le coup, et te blesser et ou effectivement, au contraire, avoir un gros, gros coup de fatigue qui là fait que tu puisses plus repartir, quoi. Oui, oui, bah, le risque dans ces cas-là, c'est toujours le même, c'est qu'on est en perte de lucidité. Ce Exactement. qu'on a prévu sur notre canapé, ça vole en éclats en 3 secondes. On Exactement. arrive au ravito, on veut aller vite, vite, on va oublier une flasque, Exactement. voilà, on va vouloir aller vite, vite, alors qu'on sait qu'on va passer 24, 30, 40 heures dehors, ce qui est Exactement. complètement ridicule. Et on est tous quasiment OK pour dire que c'est ridicule à froid, mais Tout à à fait. chaud, la perte de lucidité, voilà. Et du coup, bah, faire ça, ça ancre dans le système quelque chose qui est même plus à réfléchir, entre guillemets, enfin, presque Exactement. pas, ça vient tout seul, quoi. Donc, c'est déjà c'est une économie d'énergie en plus. Exactement. Je refais une petite aparté là. Au moment où on enregistre, Eric Clavry a fini il y a une semaine Ouais. son record du Tour de Bretagne par le GR34, que Ouais. j'ai eu le plaisir de Ouais. suivre à plusieurs points. Et notamment sur bon, bah, la performance sportive est démentielle, hein. Il met une semaine au précédent record. Bon, voilà. Qui était déjà, fallait déjà se le farcir, hein, le précédent record. Donc là, il met 6 jours et plusieurs heures, presque une semaine. Et j'ai interviewé Benoît Mauvieux qui suivait, alors qui est le fondateur du trail scientifique du Clécy, qui avait fait une étude bah, quand même à grande échelle, hein, sur d'ultra-trailers amateurs pour savoir ce qui se passait dans la tête et dans les muscles, justement au fil d'un ultra trail. Très très intéressant. Il y a une très jolie vidéo sur YouTube. Et du coup, ben, il nous expliquait qu'il partait dans l'inconnu complètement avec Eric, parce qu'il partait pour faire des cycles de 4 heures, enfin des nuits de 4 heures. Donc un cycle, voire deux, et que ben, il se doutait qu'au bout de
3, 4 jours déjà, l'état de fatigue était tel. Il partait pour faire, il partait avec 100 miles le premier jour et après il enchaînait sur des 110 kilomètres par jour. Et la fatigue serait telle qu'il pourrait plus dormir naturellement, quoi. Toutes les notions de cycle de sommeil allaient être balayées et comment ça allait se passer, quoi. Donc c'était évidemment hyper intéressant. Les ressources mentales et les ressources physiques sont complètement, voilà, on n'y a pas encore touché, ne serait-ce qu'on n'a pas encore effleuré la surface, à mon avis. Et il a réussi, il a poussé à 5 heures de sommeil à partir de 10 jours, une dizaine de jours, je dis ça à peu près, hein. Et ça a tenu comme ça avec des siestes aussi, des petites siestes de 20 minutes. Et pareil, c'est sa kiné qui faisait le lien entre Benoît et lui pour lui dire, voilà, comment il vit son truc. Il avait un système qu'on lui posait sur le front toute la nuit pour voir comment était son sommeil. Bon, il était absolument catastrophique, hein. Il se réveillait en sueur, il avait des sueurs nocturnes, il avait des rêves, il avait des douleurs, tout ce qu'on peut imaginer. Mais n'empêche qu'il a tenu 20 jours comme ça, donc 3 semaines en dormant 4, 5 heures et en faisant des petites siestes de 20 minutes. Mais la sieste ne devait jamais durer plus de 20 minutes, quoi. Voilà, Jamais, c'est jamais. ça. Fallait surtout pas qu'il tombe dans un cycle parce qu'à ce niveau-là, il repartait plus jamais, quoi. T'avais un dernier, tu m'avais parlé d'un dernier exemple et en plus c'était intéressant parce que là c'était pas le cas d'un sportif cette fois, c'était le cas d'appliquer ce type d'accompagnement dans l'entreprise. Et effectivement, je trouvais que c'était intéressant d'illustrer ce que dit toujours Edith, hein, Perropierre, qui est que les tops, on peut les utiliser dans de nombreuses situations, et donc notamment en entreprise. Et donc là, en fait, c'est une grande entreprise de transport à la personne qui m'a demandé en fait d'accompagner des managers de proximité qui travaillent en fait dans les travaux de bâtiments au niveau des gares. Et en fait, ces managers de proximité, non seulement ils pilotent la réalisation des travaux, ils managent des équipes qui sont sur le terrain et ils sont en reporting avec la direction, ils remontent des comptes à la direction, etc. Donc ils ont vraiment ce poste de manager intermédiaire avec beaucoup de pression, beaucoup d'enjeux. Euh, En plus, à l'époque où je suis intervenu, il y avait beaucoup de travaux qui étaient liés aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc, dans les infrastructures des gares, il y avait beaucoup de pression. Et donc, vraiment, l'idée, c'était comment les aider de manière très concrète dans la régulation du stress et des émotions en situation. Et donc, eh Mhm. bien là, vraiment, l'apprentissage a été autour de apprendre à faire sa météo top, apprendre différentes formes de respiration pour pouvoir utiliser la respiration qui convient le mieux, apprendre à se relâcher. Et moi, vraiment, ce qui m'a bluffé quand, au-delà je dirais, de la transmission, etc., c'est qu'un jour, il y a un des directeurs qui m'a remonté cette anecdote-là, qui me dit, Pierre, il faut que je te dise quelque chose. C'est que il y a 3 jours, en fait, avant une réunion importante, je vois une des managers intermédiaires qui s'était mis sur le côté, qui avait les pieds posés au sol, les yeux entrouverts, puis je voyais bien qu'elle respirait, qu'elle était un peu dans un état de préparation. Et donc il me dit, bah, je vais la voir, et je lui dis, mais tu fais quoi? Et elle me dit, ah ben moi, je fais comme on a travaillé avec Pierre, hein, je fais ma météo, je me centre, et t'inquiète que là, dans 2 minutes, je suis prêt pour y aller. Voilà. Et ça, alors là, pour moi, c'était vraiment le fait que l'exemple parfait de l'usage qu'on peut faire de ces techniques en situation où cette jeune femme euh, qui, entre parenthèses, dans un milieu très masculin, avait pas mal de pression supplémentaire, je dirais, eh bien, n'avait pas de problème pour se mettre à un endroit un peu à part, de côté, pour se préparer avant une réunion vraiment extrêmement importante, pour réguler en fait son niveau de stress, ses émotions, etc. Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment euh,
la retranscription et l'usage de ces techniques extrêmement intéressants, quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment parlant. Je vois vraiment des ponts évidents, des liens entre le monde du sport et le monde de l'entreprise. Là, tu nous as expliqué en quoi tu avais accompagné ces personnes, mais ça peut être pour tout ce qui est en jeu dans une entreprise et dans les postes, dans une évolution de carrière, une prise de parole en public. Ça peut être autant prendre la parole devant 5 ou 10 collaborateurs pour expliquer quelque chose. La peur du regard des autres, c'est hyper important. Ça peut être une prise de parole à un codir ou devant 500 personnes, c'est pareil. C'est toujours cette démarche, un changement de poste, un accompagnement d'aide à la décision, etc., etc. Et ce que je trouve dans ce que tu me dis là, par rapport à cette personne qui se met un peu de côté et qui a le courage, entre guillemets, de faire son protocole, Mhm. parce qu'elle sait qu'elle va peut-être se faire juger par certains. Un peu exactement pareil dans le sport. Les premiers, maintenant ça commence vraiment à rentrer, mais les premiers athlètes qui se mettent dans un coin, qui commencent à fermer les yeux, à faire leurs mouvements, à respirer, et potentiellement tu peux te faire moquer, tu peux avoir peur justement de te dire qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va dire. Et c'est pareil, au bout d'un moment, c'est d'avoir bah, cette attitude nouvelle en fait de dire je m'entraîne autant mentalement que physiquement et je mets les chances de mon côté. Et puis après, ce que pensent les autres, c'est pas grave, Exactement. on est dans autre chose. Exactement. Et moi d'ailleurs, souvent quand j'évoque ça, je dis aux gens, mais vous pouvez vous mettre même dans un endroit très discret, hein. Et moi je prends toujours cet exemple-là, par exemple, vous pouvez très bien vous mettre, aller aux toilettes, hein, et puis vous vous asseyez sur la cuvette des WC, et voilà, dans les toilettes fermées, à l'abri des regards, vous pouvez très bien le faire. Mais là, ce que j'avais trouvé énorme dans ce truc-là, c'est elle avait même pas eu besoin de ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'était mis vraiment de côté, mais elle était effectivement avec des gens qui étaient plus ou moins là autour, quoi. Et donc, comme tu dis très bien, ce regard des autres, elle l'avait mis de côté pour pouvoir se préparer bien à ce moment-là, quoi. Bah écoute Pierre, on a fait un sacré tour encore de la question avec les tops, les origines, les piliers, sur quel axe on va dire les tops se placent, les techniques qu'il utilise. On a vu des cas pratiques, donc ça c'est encore c'est ce qu'il y a de plus parlant, hein. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Bah, juste en conclusion, moi, vraiment, je vous recommande d'acheter le dernier livre qu'a publié Edith, hein, Edith Perropierre, qui s'appelle Le Grand Livre des techniques d'optimisation du potentiel. Donc voilà, hein, je l'ai là, je peux vous le montrer. Vraiment, c'est la Bible, hein. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a non seulement tous les concepts des tops, il y a toutes les techniques, il y a plein d'exemples d'applications très concrets. Voilà. Et après, évidemment, au-delà du livre, si les gens vous avez envie de passer le pas pour vraiment approfondir les tops, hein, pas uniquement, je dirais, les utiliser pour vous, il faut aller en formation, hein, se former au top, hein. Donc, vous pouvez vous former chez Edith, hein, voilà, elle a sa propre société, hein, Coévolution, où il y a d'autres centres de formation, j'allais dire à agréés, hein, qui forment au top, hein. Personnellement, je me suis formé chez Top Consulting, hein, avec Laurent Soria qui travaille avec Edith depuis des années, puisque Laurent, il était militaire, voilà, donc il a appris les tops quand il était militaire. Et donc, voilà, moi, je me suis formé avec lui. Mais voilà, c'est vraiment, je vous encourage à suivre et à suivre des formations si ça vous intéresse, parce que c'est vraiment des techniques extrêmement puissantes, quoi. Ouais, sachant que ça forme, en fait, il propose des formations pour, mettons, si on est du monde professionnel, pour se servir des méthodes, ou du monde du sport, pour encore une fois se servir de ces Exact. méthodes, ou alors il forme aussi des coachs à leur technique, donc préparateur mental, comme toi, sophrologue et préparateur mental, qui veulent justement mettre une technique, enfin, c'est plusieurs techniques Tout à fait. dans leur champ de compétences, quoi. Exactement. Puis Plusieurs choses. il y a plusieurs niveaux de formation, voilà, comme tu dis, pour des usages et des métiers différents. Donc c'est vraiment
très 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 adapté et, et très très large comme spectre. Ok, bah écoute, je te propose, Pierre, qu'on s'arrête là-dessus. Comme d'habitude, c'était un plaisir. Je te remercie d'avoir Merci à participé toi. à ce troisième épisode. Toujours un plaisir de partager avec toi. Et je te dis à une prochaine fois. Eh bien, écoute, à bientôt. Belle Allez, journée à salut Pierre. toi. Au revoir. Cet épisode touche à sa fin, j'espère sincèrement que celui-ci vous a inspiré ou même apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Si vous souhaitez aller plus loin et optimiser votre préparation mentale, n'hésitez pas à me contacter via mes différents canaux, tous renseignés en description de cet épisode. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant et retrouvez-nous sur Instagram pour suivre l'actualité du podcast et être acteur de son évolution. A très vite dans un prochain épisode d'Ultra Mental.